Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de la Fédération des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs et on va parler de la question de leur protection sociale aujourd'hui. Alors le projet de loi de finances a entériné la fin du RSI et l'intégration au régime général des salariés. Aujourd'hui, les indépendants cotisent moins mais aussi perçoivent moins. Demain, qu'est-ce que ça va changer ? Alors d'abord à court terme, l'intégration du RSI au régime général, qui n'est pas une intégration mais plutôt un adossement, comme disent les termes techniques, ne va rien changer. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2018 et même d'ailleurs au 1er juillet 2018, les indépendants, qu'ils soient d'ailleurs auto-entrepreneurs ou au régime réel, seront toujours protégés et cotiseront toujours de la même manière qu'hier, et donc en réalité sur les principes qui régissaient le RSI, dont la marque effectivement aura disparu, puisqu'elle sera, elle pour le coup, absorbée sous l'égide, sous l'enseigne de ce qu'on appelle l'URSSAF, ou ce qu'on peut appeler l'ACOS. Mais on va dire que l'opérationnel, c'est-à-dire encore une fois le taux de cotisation, la façon dont on perçoit des droits et la façon dont on est protégé, allocation familiale, retraite, etc., ne seront certainement pas fusionnés ou refondus. C'est un chantier qui est beaucoup trop complexe et beaucoup trop long pour faire ça en 3 ou 6 mois. Alors le RSI, vous l'avez dit, il était totalement décrié. Quelles sont les erreurs à ne pas recommettre aujourd'hui ? Alors, en fait, je pense que vous avez raison. Pour comprendre ce qu'il ne faut pas recommettre, il faut regarder ce qui a été finalement fait de manière un peu rapide ou précipitée par le passé. La première chose, c'est que quand on a voulu créer ce fameux RSI, on a fusionné 3 caisses qui géraient l'une les artisans, l'autre les commerçants et la troisième les professions libérales. Et dans cette même précipitation à fusionner les caisses, on a voulu rajouter une couche supplémentaire qui était la couche de l'interlocuteur social unique, qui venait en réalité en front office pour le créateur d'entreprise, pour l'indépendant, lui a posé un interlocuteur unique pour gérer d'une seule manière à la fois sa retraite, ses allocations familiales et sa maladie et sa maternité. Donc c'est ce qui a créé principalement, en tout cas c'est ce que disent les observateurs, c'est ce qui a créé principalement cet accident industriel qui a fait que le RSI s'est écroulé et elle n'a pas su gérer principalement des problématiques de cotisation et des problématiques de gestion de la ligne, de gestion de la hotline, qui faisait qu'on n'arrivait pas à avoir un conseiller de qualité pour régler un certain nombre de problématiques. Il y avait beaucoup d'erreurs, effectivement. Alors il y avait beaucoup d'erreurs, les gens n'étaient pas joignables, les problèmes de recalcul de cotisation étaient difficiles à comprendre. Globalement d'ailleurs, les artisans, commerçants et professions libérales qui se tournaient vers le RSI n'avaient pas les explications qu'ils attendaient et ça a détruit la marque. Alors on peut d'ailleurs se poser beaucoup de questions sur la façon dont l'ancien RSI et l'URSSAF se répartissent les responsabilités. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet. Il est vrai que les cotisations sont perçues et calculées par l'URSSAF, déjà aujourd'hui, et que donc demain, elles seront perçues et calculées par le même organisme, et qu'il est fort à parier, en tout cas je le parie, que les gens qui étaient mécontents hier seront mécontents demain. Et pourquoi ? Parce que les niveaux de cotisation n'auront pas changé, parce que le système de calcul n'aura pas changé, et que ceux qui versaient 10 000 € par an en protection sociale en 2010 ou en 2015 verseront 10 000 € par an en 2018 ou en 2022. Peu importe d'ailleurs le nom de la marque qui envoie l'avis de cotisation. Ça, c'est la première erreur, c'est de bien communiquer sur la réforme et d'expliquer que ça ne changera rien en matière de cotisation. La deuxième, c'est d'expliquer que ça ne changera rien en matière de protection sociale. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on change le nom et qu'on change l'organisation qu'on va donner des droits supplémentaires. Et il n'est d'ailleurs pas question dans aucun des projets de loi de finances de la sécurité sociale d'ouvrir des droits supplémentaires à cotisation égale. Donc ça aussi, il faut l'expliquer. Et puis 3, je pense qu'il faut ne pas confondre, mais ça c'est un peu le basique de toute réforme, vitesse et précipitation. On voit bien que dans les années 2010-2011, ce qui a un peu fait mal au RSI, c'est de vouloir aller très vite pour installer très vite un interlocuteur social unique. Et je pense que là, on va devoir le faire lentement et donc prendre le temps. On parle de 2,8 millions d'affiliés, 6 millions de Français qui finalement dépendent de ce régime de protection sociale, avec encore des situations très différentes, puisqu'on a d'un côté des auto-entrepreneurs qui cotisent en pourcentage, de l'autre des indépendants qui cotisent en forfait, le tout avec des droits qui sont en partie compensés par l'État, des points de retraite qu'il va falloir bien ajuster et bien migrer, le tout étant, je pense, extrêmement complexe. Donc ne le faisons pas vite. Je redoute, comme d'ailleurs beaucoup d'affiliés du RSI d'aujourd'hui, que cette réforme fasse pire que mieux, et qu'on se retrouve avec une situation qui finalement demain soit encore pire que celle d'aujourd'hui. Alors la solution, ce serait peut-être pas, au lieu de rattacher et de faire une branche différente, de réformer toute la sécurité sociale dans son ensemble, qu'elle se transforme à l'heure du numérique avec ces nouveaux travailleurs des plateformes.
Alors, on va dire que le grand schéma, si on essaie de prendre un peu de recul par rapport à la protection sociale aujourd'hui, il est effectivement morcelé en 3 grandes familles. Vous avez les agriculteurs que je laisse de côté, vous avez le régime général des salariés, géré par l'URSSAF, et vous avez le régime social des indépendants. La grande différence entre les salariés et les indépendants, c'est que les uns cotisent de manière obligatoire par leur employeur, qui se charge pour eux de cotiser, eux n'ayant qu'à toucher des droits. De l'autre, vous êtes un indépendant qui est à la fois son employeur et son bénéficiaire, si on peut dire, puisqu'il est à la fois le cotisant et le bénéficiaire de ses propres cotisations. Il est certain que l'on prenne des agriculteurs, des salariés ou des indépendants, on a affaire à des actifs. Et que ces actifs pourraient très bien, en tout cas dans des systèmes autres qu'en France, notamment anglo-saxons, cotiser en fonction de ce qu'ils sont capables de cotiser, et ainsi gagner des droits. Et ce n'est plus du coup un salarié ou un indépendant ou un agriculteur qui cotise, c'est un actif qui cotise et qui a, en fonction de ses cotisations versées, plus ou moins de droits à la retraite, à la maladie, à la maternité, à l'invalidité, etc. C'est bien sûr une vision qui est très libérale du sujet, qui, à mon avis, n'est pas du tout mature politiquement, et qui d'ailleurs remet en cause un certain nombre d'autres sujets derrière, puisque si vous faites ça, d'abord, vous ne garantissez pas de minimum de cotisation, donc vous êtes tout à fait en capacité, en l'espace de quelques mois, de déstabiliser complètement le modèle financier de la protection sociale. Deuxièmement, parce que vous ne serez pas du coup en mesure de verser des minimums à un certain nombre de gens puisqu'ils n'auront pas cotisé assez. Et donc on voit bien, notamment sur le débat actuel du chômage, que on ne peut pas faire cotiser 1% du chiffre d'affaires à un auto-entrepreneur pour lui verser en contrepartie des allocations chômage qui seraient équivalentes à celles des salariés, les uns versant 8 ou 9 et les autres 1. Et ainsi de suite, on peut détricoter comme ça tout le modèle de protection sociale. Ça remet en cause en fait le modèle de la solidarité nationale. Et donc ça, dans un pays français comme aujourd'hui, on voit qu'on est très loin, voire très 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 loin du sujet. En revanche, on a quand même fait une petite chose, c'est qu'on a créé le compte personnel d'activité il y a maintenant 1 ou 2 ans, qui va rentrer en vigueur d'ailleurs en 2018 pour les indépendants. Et ce compte personnel d'activité, il a vocation à être le réceptacle d'un certain nombre de droits. Alors pour l'instant, ce n'est pas des droits fondamentaux, c'est plutôt le droit à la formation, peut-être demain des droits un peu complémentaires ou supplémentaires qu'on pourrait y ajouter. Et ce compte personnel d'activité, on pourrait dire qu'à 20 ans, si on se projette vraiment beaucoup, à 20 ans pourrait devenir un peu finalement le réceptacle de tous les droits sociaux, quels qu'ils soient, à la hauteur des cotisations des uns et des autres. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.